Quoi que tu aies déjà essayé d'autres pour avancer, je vais te montrer pourquoi l'acceptation n'arrive jamais comme on te l'a enseigné et ce qui te permet vraiment de l'atteindre. On dit souvent le temps guérit tout, mais j'ai vu des personnes des années après une perte rester au même endroit. Elles étaient figées émotionnellement, pareil du premier jour jusqu'à des années plus tard. Et j'ai vu des personnes quelques semaines plus tard être déjà en paix. Ce n'est pas le temps qui fait la différence, c'est ce qu'on fait pendant ce temps. Si quelqu'un que tu aimes est parti, que ce soit par un décès, par une rupture amoureuse ou par une amitié qui s'est éteinte et que parfois des mois, des années plus tard, la douleur reste figée comme au premier jour, cette vidéo est pour toi. Ce n'est pas que tu avances pas assez vite, c'est que personne ne t'a jamais expliqué qu'est-ce que veut dire accepter. J'ai accompagné des personnes traversant toutes sortes de pertes, des deuils, des ruptures, des amitiés effondrées. J'ai étudié les travaux de Lise Bourbeau pendant des années sur l'acceptation et les blessures émotionnelles pendant des années. J'ai étudié la sagesse Toltec transmise par Don Miguel Ruiz et particulièrement celle qu'il appelle ne pas faire de suppositions. J'ai étudié les travaux du neuroscientifique Joe Dispenza sur ce qui se passe biologiquement quand on reste accroché au passé. J'ai étudié ce que Tony Robbins enseigne par rapport à la perte. J'ai étudié aussi les témoignages et les expériences de mort imminente, les travaux de médiums reconnus comme Céline Franou, qu'on peut aussi appeler la Dame des Anges, qui consacre sa vie depuis des décennies au contact des défunts. Mais c'est en traversant moi-même plusieurs sortes de pertes que j'ai vraiment compris la différence entre accepter et encaisser. Tu as probablement déjà essayé de faire ton deuil comme on te l'a conseillé, de prendre ton temps, de ne pas trop y penser, attendre que ça passe, mais le temps seul n'a jamais suffi. Tu crois que le problème c'est que tu n'as pas assez de temps, mais le vrai problème c'est que personne ne t'a jamais expliqué ce que ça voulait dire accepter. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Voilà comment on va procéder. Premier point, ce que l'acceptation n'est pas et pourquoi ça bloque beaucoup de personnes. Deuxième point, ce qui se passe dans ton cerveau quand tu restes accroché à cette douleur et pourquoi ce n'est pas une question de volonté. Troisième point, ce qu'une rupture représente vraiment, qu'elle vienne d'une mort, d'une séparation ou d'un éloignement. Quatrième point, comment avancer sans trahir ce que tu as ressenti. Et cinquième point, ce que cette traversée peut t'apprendre si tu la traverses vraiment. Allez, on y va. Et dans quelques minutes, je vais te montrer pourquoi accepter une perte n'a jamais voulu dire d'avoir oublié la personne ou faire comme si elle avait jamais existé. Premier point, ce que l'acceptation n'est pas. La plupart des gens pensent qu'accepter une perte, c'est arrêter d'avoir mal. Mais ce que j'observe depuis des années chez les personnes que j'accompagne, c'est exactement l'inverse. Des tas d'études expliquent quelque chose d'assez essentiel à ce sujet. Accepter n'est pas se résigner. Se résigner, c'est subir une réalité en serrant les dents, en espérant que la douleur s'efface avec le temps. Accepter, c'est totalement différent. C'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans la combattre, sans vouloir qu'elle soit autre, tout en continuant à ressentir ce qu'il y a à ressentir. C'est exactement comme la différence entre tenir un parapluie fermé sous la pluie, en espérant que ça suffira, et accepter que la pluie tombe, ouvrir ton parapluie et continuer à marcher. Dans les deux cas, il pleut, mais dans un cas, tu te bats contre une réalité que tu ne peux pas changer, et dans l'autre, tu avances avec elle. Et voilà où la sagesse Toltec de Don Miguel Ruiz apporte une bonne pièce à ce puzzle. L'un des accords qu'il enseigne dit ceci: ne fais aucune supposition. La plupart des gens qui traversent une perte, que ce soit une mort, une rupture, un éloignement, la plupart de ces gens-là font une supposition immense, sans même s'en rendre compte. Elles supposent que ressentir moins de douleur, ça voudrait dire avoir moins aimé la personne, ou avoir moins compté pour cette relation. C'est une supposition, c'est pas un fait. Et cette supposition, une fois installée, elle devient une prison invisible. Et voilà un deuxième accord Toltec qui s'applique directement ici. Ne prends rien personnellement. Quand quelqu'un après une perte te dit « il faut que tu avances » ou « ça fait déjà longtemps », tu peux le prendre comme un jugement sur ta façon d'aimer. Mais la plupart du temps, cette phrase, elle ne parle pas de toi. Elle parle de l'inconfort de l'autre face à ta douleur. Les gens souvent autour de toi ne savent pas trop quoi faire de ton chagrin. Alors ils te poussent à aller plus vite. Non parce qu'ils jugent ton amour. Ils ne savent pas quoi faire à ce moment-là. Ils ne savent pas rester présents face à une douleur qu'ils ne peuvent pas réparer eux-mêmes. Ou c'est exactement comme quelqu'un qui changerait de trottoir face à un sans-abri. Non par mépris, mais par malaise de ne pas pouvoir aider cette personne qui est sans abri. Il faut que tu te dises quelque chose, c'est que ce malaise, il est à eux, il n'est pas à toi. Beaucoup de personnes restent bloquées pendant des années, non pas parce qu'elles aiment trop, mais parce qu'elles confondent accepter et oublier. Souvent, ces personnes-là, elles ont peur. Elles se disent, mais si je vais l'oublier, est-ce que ça veut dire que je l'aime moins ? Ou que cette relation comptait moins que ce que je pensais. Et cette peur elle-même, elle les maintient dans cette douleur. Comme si la souffrance était la seule preuve qu'il leur restait pour leur montrer que cette relation avait compté. Et j'ai vu ce schéma exact chez plein de personnes que j'ai accompagnées. Que leur perte vienne d'un décès, ou d'une séparation amoureuse, ou d'une amitié qui s'est effondrée après des dizaines d'années. Celles qui restaient systématiquement bloquées étaient toujours les mêmes personnes. Celles qui croyaient sans formuler clairement qu'aller mieux, ce serait une forme de trahison envers cette personne. Et voici un exemple concret de ce mécanisme. Quelqu'un que j'ai accompagné pendant des mois refusait de ranger les affaires de la personne qui avait disparu. Une autre personne, après la rupture amoureuse, refusait de supprimer sur son téléphone les photos ou des messages par peur que finalement ils viennent à oublier cette séparation ou que cette relation s'efface. Dans les deux cas, pas par désorganisation,
Par conviction profonde, jamais dite à voix haute que ranger ou supprimer viendrait à effacer cette personne. Quand on a fini par mettre des mots sur cette supposition, rien dans le fait de ranger des objets, supprimer une photo ou de tourner cette page n'efface ce que la relation a été. Quelque chose s'est débloqué dans les deux cas. L'objet ou la photo n'a jamais été le problème. La supposition qu'on portait sur cet objet, si accepter une perte n'a jamais voulu dire arrêter d'aimer, ça veut juste dire arrête de te battre contre une réalité qui ne pourra pas changer. Je vais te poser une question. Est-ce que quelque part en toi, tu as peur qu'aller mieux signifie que finalement cette relation ne comptait pas autant que tu ne le penses? Et garde cette réponse en tête. Deuxième point, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? La plupart des gens pensent que rester bloqué face à une perte, c'est une question de manque de volonté ou d'un manque de caractère. Mais le neuroscientifique Joe Dispenza a démontré quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup moins culpabilisant. Chaque fois que tu rejoues un souvenir douloureux dans ta tête, la même scène, les mêmes derniers mots, le dernier message, la dernière dispute, le dernier au revoir, ton cerveau active les mêmes circuits neuronaux que la dernière fois que tu as vu la personne. Et ton corps libère les mêmes substances chimiques que la première fois. Et voilà ce qui est vraiment troublant dans cette découverte. Ces substances chimiques, avec la répétition, créent une sorte de dépendance, littéralement au niveau biologique. Une partie de toi commence à chercher finalement cette décharge émotionnelle familière, même si elle est douloureuse. Parce que le familier, douloureux, ça rassure plus que l'inconnu. Il y a une raison biologique précise à ça que Joe Dispenza explique. Quand tu envisages un futur sans cette personne, qu'elle soit décédée ou que tu l'aies quittée, ou que la relation se soit simplement éteinte, ton cerveau à ce moment-là, il rentre dans l'inconnu. Pour ton système nerveux, ça peut ressembler comme à une menace. Alors qu'une douleur familière, même intense, elle reste prévisible. Le corps sait déjà à quoi s'attendre. C'est un peu comme rester dans une maison qu'on connaît par cœur, même si la maison est en mauvais état, que le toit il fuit, plutôt que de déménager dans une maison neuve qu'on ne connaît pas. En fait, le confort de l'habitude l'emporte souvent sur le confort réel. C'est exactement comme quelqu'un qui rejoue encore et encore la même chanson triste, sans même s'en rendre compte parce que cette chanson, elle lui apporte quelque chose qu'il connaît déjà. Cette tristesse, pour lui, elle est devenue familière. Je dirais même confortable dans son inconfort. En fait, le corps, il préfère souvent une douleur connue à un futur incertain. Dispenza appelle ça l'addiction émotionnelle au passé. Et voilà une phrase qui change tout. Une fois qu'on comprend vraiment la sagesse, c'est le souvenir sans la charge émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'oublier cette personne ou cette relation pour aller mieux. Tu as besoin de garder le souvenir tout en libérant la charge émotionnelle attachée à cette personne ou à cette perte. Et ça change complètement ta façon de voir le blocage. Donc ce n'est pas un manque de volonté de ta part, c'est juste un circuit neurobiologique et biologique qui a pris l'habitude de se réactiver. Et ce circuit, exactement comme n'importe quelle habitude, peut être désappris. Tu n'es pas faible parce que tu restes bloqué dans cette douleur, c'est juste ton cerveau qui a pris l'habitude d'y retourner. Et une habitude, ça se désapprend. J'ai observé ce même mécanisme chez les personnes que j'ai accompagnées, peu importe la nature de leur perte, celles qui rejouaient sans cesse dans leur tête les derniers instants, les derniers mots, les derniers messages échangés. Ces personnes-là étaient systématiquement celles qui étaient beaucoup plus fatiguées que les autres. Elles se sentaient le plus épuisées, sans même savoir pourquoi. Troisième point, ce qu'une séparation représente vraiment. La plupart des gens qui vivent une perte, quelle que soit sa nature, comme une fin absolue, un mur, un point final, un néant absolu, mais ce n'est pas ce que des décennies de témoignages et des années d'observation continuent de démontrer, que la perte vienne d'une mort ou d'un lien qui s'est rompu. Tony Robbins, après des décennies, il a accompagné des centaines de personnes traversant des pertes immenses, et généralement il dit quelque chose d'assez direct à ce sujet. Il dit que la perte est imaginaire, rien ne disparaît jamais vraiment. Dans l'univers, tout change simplement de forme. Et il rajoute quelque chose qui rejoint simplement ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure. C'est jamais l'événement lui-même qui façonne notre vie, c'est le sens qu'on choisit de lui donner. Et ça vaut autant pour un décès, pour une rupture ou une amitié qui a fini par lâcher. La première, la perte d'elle-même, ce manque brutal de présence. La deuxième, ce sentiment d'avoir moins, comme si une part de toi avait été envolée avec cette personne ou cette relation. Et la troisième, la plus dangereuse, la conviction que tu ne retrouveras jamais ce niveau de connexion avec cette personne. Cette troisième forme, le jamais, c'est elle qui te transforme d'une douleur normale à une souffrance qui peut s'étirer sur des années. Parce que c'est plus la perte qui te fait mal à ce moment-là, c'est l'histoire que tu te racontes sur ton avenir face à cette perte. C'est exactement comme quelqu'un après avoir raté un train, en déduirait qu'il ne prendra plus jamais de train de sa vie. La déduction dépasse largement l'événement réel. Et c'est précisément cette déduction du jamais qu'il faut repérer et justement questionner, sans minimiser la douleur réelle, qui elle est tout à fait légitime, quelle que soit la nature de la perte. Pour ce qui concerne spécifiquement la mort, Céline Franou, elle, après des milliers de consultations et de communication avec les défunts, au fil des années, elle raconte quelque chose de constant par rapport à tout ça. Les âmes qu'elle contacte ne définissent jamais la mort comme quelque chose de définitif. Elles la décrivent comme un changement de forme, une continuité sous une différente forme, sous une différente dimension. Je te demande pas de croire ça par espoir, je te demande juste de regarder ce qui a été rapporté par des personnes qui n'ont aucun intérêt à inventer ce genre de témoignages. Des expériences de mort imminente documentées de partout dans le monde avec des sensations similaires d'une personne à une autre par des inconnus n'ayant jamais eu de contact les uns entre les autres à différentes époques. Et voilà ce que ça signifie au-delà de la théorie. Partout dans le monde, au Japon, au Brésil, en Italie, en Pologne, des indépendants, sans aucun lien les uns entre les autres, ont recueilli des témoignages d'expériences de mort imminente qui décrivent les mêmes éléments récurrents à chaque fois. Une sensation de paix totale,
Une lumière, la perception de continuer à exister, mais sous une différente forme. Ce n'est pas un mythe culturel propre à un seul pays ou une seule religion. C'est un schéma qui traverse les langues, les cultures, les religions, les continents. Et pour ce qui concerne une rupture amoureuse ou une amitié perdue, le principe se trouve d'une autre façon. La personne n'a pas disparu de l'univers, elle continue juste d'exister dans sa propre vie ailleurs. Et le lien que tu as eu avec cette personne, lui, il continue d'exister en toi, sous forme de souvenirs, sous forme de leçons, sous forme de force acquise, même si la relation concrètement, elle est arrêtée. Et voilà ce qui change tout quand tu acceptes cette possibilité. Ce que tu as perdu n'a pas cessé d'exister, ça a juste changé de forme. Et le lien avec cette personne ne s'est pas arrêté net, il change simplement de nature. Lise Bourbeau parle de la blessure d'abandon comme l'une des blessures la plus importante que l'être humain puisse avoir. Et n'importe quelle séparation, que ce soit la mort, la rupture ou l'éloignement, réactive précisément cette blessure. Peu importe l'âge, peu importe le type de relation. Mais voilà la nuance essentielle. Ce n'est pas la personne qui t'abandonne en partant, peu importe la façon dont elle est partie. C'est ta blessure d'abandon déjà active en toi depuis des années qui s'active à travers cet événement. Et faire ce travail-là, distinguer la perte réelle de la blessure, change complètement la façon de vivre cette traversée. Et voilà un dernier élément essentiel de Bourbeau, la technique du miroir. Beaucoup de personnes en rupture se reprochent de quelque chose. Je n'ai pas assez appelé, je n'ai pas assez dit ce que je voulais dire, je n'étais pas là au bon moment, j'aurais dû dire ça ou faire plus d'efforts par rapport à cette relation. Mais Bourbeau, elle invite à se demander honnêtement, est-ce que je me reproche ce manque précis ? Ou est-ce que je me reproche de façon plus large de ne pas être cette personne qui est parfaite, infaillible et toujours présente? Parce que personne ne l'est. Et exiger ça de toi dans une relation qui a changé de forme, c'est exactement le piège qui prolonge la culpabilité au lieu de la dissoudre. En gros, la perte n'efface jamais le lien. Elle le transforme en quelque chose que l'absence physique ne peut plus toucher. Et voilà ce que tu n'avais peut-être pas anticipé. Cette traversée, qu'elle provienne d'une mort, d'une séparation ou d'une amitié perdue, n'est pas un chemin linéaire qui doit se terminer un jour bien précis. C'est juste une vague qui vient de moins en moins fort et de moins en moins souvent, mais qui ne disparaît plus jamais vraiment. Et ça change absolument tout dans la façon de vivre ce processus. Parce que ça veut dire que tu n'as pas besoin d'atteindre un point final, où tu n'auras plus mal du tout. Tu as besoin d'apprendre à accueillir la vague sans qu'elle te submerge comme la première. J'ai compris cette distinction après avoir accompagné des dizaines de personnes à travers ce processus, et après l'avoir moi-même traversé. L'acceptation n'efface jamais la douleur, elle change juste la façon dont elle se manifeste. Et dans quelques minutes, je vais te montrer comment avancer concrètement dans ce processus, sans jamais trahir ce que tu as ressenti pour cette personne ou cette relation. Avant d'aller plus loin, un point important. Tu pourrais croire que je vais te dire de tourner la page, de passer à autre chose, mais ce que je te propose est complètement différent. Continue le lien sous une autre forme plutôt que de le rompre. Si tu traverses une perte en ce moment, peu importe sa nature, ou si une ancienne perte continue de te peser, tu peux réserver un appel avec moi, le lien il est dans la bio. Quatrième point, comment avancer concrètement? Voici 4 mouvements, ceux que j'utilise avec les personnes que j'accompagne, quelle que soit la nature de leur perte. Premier mouvement, distinguer la perte de la blessure qu'elle réveille. Demande-toi, est-ce que cette douleur vient uniquement de la perte ou de la relation du coup qui a disparu, ou est-ce qu'elle réveille aussi une peur précise, celle d'être abandonné ou laissé seul? Et souvent les deux se mélangent, et tant qu'on ne les sépare pas, on travaille sur le mauvais problème. Deuxième mouvement, interrompre consciemment le souvenir douloureux qui repasse en boucle. La prochaine fois que tu sens que ton esprit repart, encore une fois sur la même scène exacte, le dernier message, la dernière dispute, le dernier au revoir, remarque-le et choisis finalement de changer ce souvenir et de prendre un souvenir plutôt heureux que tu as partagé avec cette personne. Ce n'est pas fuir la tristesse, c'est désapprendre petit à petit le circuit dont parlait Dispenza, celui qui s'accroche systématiquement à la douleur plutôt qu'à des bons souvenirs heureux, ou à l'amour ou à la gratitude. Troisième mouvement, laisser la vague passer sans se noyer, sans la prendre de plein fouet. Quand le souvenir, la culpabilité et la tristesse arrivent, ne les repousse pas, mais ne t'identifie pas complètement à eux. Observe-les comme une vague qui monte et qui redescend. Et toi, tu restes là derrière stable. Quatrième mouvement, continuer le lien autrement. Si la personne est décédée, lui parler intérieurement, ressentir sa présence. Si la relation s'est terminée autrement, garder ce qu'elle t'a appris sans avoir besoin de garder la même relation. Dans les deux cas, lui donner une place dans ta vie qui n'a jamais effacé finalement ce qu'elle représente pour toi, mais qui ne te garde pas non plus prisonnier du passé. Et voici un point sur lequel j'aimerais bien insister parce qu'il revoit finalement sur ce qui se passe dans le cerveau. À chaque fois que tu choisis un souvenir heureux, plutôt que la scène douloureuse qui revient en boucle, tu ne fais pas semblant. Tu reprogrammes littéralement le circuit que ton cerveau a activé depuis le début. Par contre, c'est pas instantané, ça demande de la répétition, exactement comme désapprendre n'importe quelle habitude, mais chaque répétition compte. Et voilà ce qui est rassurant dans tout ça. Tu n'as pas besoin de croire que la douleur est la seule preuve que la relation existait. Cinquième point, ce que cette traversée peut t'offrir. J'ai vu des personnes, après avoir traversé ce processus complet, que leur perte soit liée à une rupture, à un décès, à une amitié perdue, devenir beaucoup plus présent pour les relations qui leur restent. Elles ne tenaient plus pour acquis le temps partagé avec cette personne qu'elles aiment. C'est exactement comme recroiser quelqu'un après traverser une tempête en mer. On n'aborde plus jamais l'océan de la même façon. On l'aborde avec plus de respect, plus de présence, plus de conscience, de la fragilité de tout ce qui compte vraiment finalement. Don Miguel Ruiz dit toujours de faire de son mieux.
comme étant le quatrième accord toltèque. Et voilà ce que ça signifie vraiment. Faire de ton mieux pendant cette traversée ne veut pas dire performer, ni aller plus vite que ce que tu ressens. Ça veut juste dire honorer chaque jour exactement où tu es. Certains jours, ton mieux sera sortir du lit, d'autres jours, ton mieux sera de rire sans culpabilité. Les deux sont également valables. Et c'est précisément cette traversée complète qui permet un jour de repenser à cette personne ou à cette relation avec une tendresse plus paisible plutôt qu'une déchirure. Pas en oubliant mais en intégrant. Voilà la vérité finale. La peur nous fait peur parce qu'on nous a appris finalement à la voir comme une fin absolue. Qu'elle vienne d'une mort, d'une rupture ou d'un silence qui s'est installé. Mais c'est pas ce que je crois. Et ce n'est pas ce que des décennies de témoignages continuent de nous montrer. Ce que tu as perdu n'a pas disparu, ça a juste changé de forme. Et accepter cette perte n'est jamais cesser d'aimer. C'est juste arrêter de te battre contre une réalité qui ne pourra pas changer. Tu n'as pas besoin de comprendre où elle est allée, ou pourquoi elle est partie. Tu as juste besoin d'arrêter de te battre contre le fait qu'elle soit partie. Dans les prochains jours, soit tu vas continuer à confondre, accepter et oublier, et rester prisonnier de cette peur, soit tu vas commencer à distinguer la perte réelle de la blessure qu'elle réveille et laisser la vague venir sans t'y noyer. En soi, les deux sont des choix, mais un seul te permet de continuer cette relation, ces sentiments et cet amour sans finalement être brisé.